Ex-hétéro, ex-hétéra, un podcast queer positif. Nous sommes en mai 2024 et je suis en dépression. Je recherche des contenus positifs, quelque chose pour me divertir, m'évader, me redonner foi en l'humanité. Je cherche des séries, des livres audio, des podcasts, mais rien qui ne me plaît assez pour me réjouir. Ah oui, et je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Et je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Depuis plusieurs mois, je m'investis dans une asso LGBTQIA+ de ma région et j'ai eu la chance de prendre la parole quelques minutes sur une radio locale. Et j'ai adoré l'expérience. Vous voyez où je veux en venir. Si ça n'existe pas, c'est que je dois le faire. Après quelques bières avec un copain, je prends ma décision, c'est parti, je lance un podcast. Ici, ma ligne directrice, c'est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, bordel, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Pour les nouveaux et nouvelles, déjà, bienvenue. Alors, queer, ça veut dire, pour moi, hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Mon invité du jour est un ami d'Alan que vous avez entendu sur l'épisode 3. Je lui ai proposé de participer et il a accepté. Et non, je vous assure, c'est pas juste pour ma collection. Bienvenue Arsène. Bonjour, enchantée. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom et tes pronoms, s'il te plaît? Donc moi c'est Arsène, j'utilise les pronoms il et ol dans la plupart des contextes, sauf dans tout ce qui est éducatif, etc., où je me contente de il et lui, parce que être out en tant que personne non binaire, c'est un peu chiant des fois. Ok, ça marche. J'ai jamais utilisé le pronom all, donc je vais essayer. Ok. Où est-ce que tu te situes dans ta queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Alors moi je suis un peu partout, c'est pas la réponse la plus pratique, mais je suis un mec trans, je suis aussi bisexuelle, asexuelle aussi, peut-être potentiellement aromantique, j'en suis pas sûre, et je suis aussi polyamoureux pour continuer sur le bingo. Je crois que j'ai rien oublié. Waouh. Et oui, du coup, je suis aussi non-binaire. Je me placerais plutôt côté gender faune, donc c'est aussi une sorte de gender fluidité, Okay. où en gros, c'est un genre qui est fluide entre des identités qui sont masculines et neutres. Ok, on n'est pas que queer. Alors comment tu te définirais en tant que personne? Alors, moi, je suis étudiant en art. Du coup, je me définis plutôt comme un artiste. J'aime beaucoup dessiner, même si je ne suis pas très douée. Mais j'aime beaucoup aussi écrire. J'aime beaucoup pas mal de choses. En fait, je n'aime pas l'idée que l'art, c'est juste du dessin, de la peinture, etc. J'aime vraiment beaucoup essayer d'élargir cette définition avec, en écrivant, mais aussi... en faisant de la cuisine parfois. C'est pour ça qu'on est amis avec Alan, on a les mêmes passions. C'est tout un art, la cuisine. Donc, ouais. Et pluridisciplinaire, quoi. Ouais. Puis j'aime aussi beaucoup les sciences, du coup c'est bien parce que ça permet de faire un peu un pont entre les trucs très carrés, mathématiques, et à côté les trucs un peu plus soft, de imaginer des trucs. Ok. Que fais-tu dans la vie? Comment occupes-tu tes journées? Comme tout mon étudiant en art, je ne m'arrête pas là. Je suis aussi dans un syndicat des étudiants en art qui s'appelle le Massico, où je suis secrétaire fédérale, donc où en gros je m'occupe de toutes les tâches d'administration au niveau fédéral. Je suis aussi membre de Solidaire parce que je suis membre du conseil académique de mon école. Enfin, en fait, c'est mon école est reliée à la fac de toute notre ville. Et du coup, je suis au conseil d'administration de la fac de cette ville. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à militer? Pas mal de choses. En fait, moi, j'ai commencé ma vie sur Internet dans les milieux militants, plus que dans les milieux plus personnels où les gens ont plus tendance à aller en général quand ils débutent. Et c'est vraiment là que je me suis créé une communauté. Et du coup, c'est vraiment ça qui me pousse à militer. C'est parce que plein des gens que je connais sont très militants.
et ça me fait plaisir de les voir. Et puis ça me fait plaisir de me dire je suis en train de faire quelque chose, non seulement pour moi, mais aussi pour les gens qui viendront après moi, pour rendre les choses plus faciles pour eux. Ok, très bien. Et les questions sur lesquelles tu vas militer ou les questions sur lesquelles tu travailles pour rendre les choses plus faciles, ça sera sur quel sujet? Alors, j'ai commencé mon parcours militant en combattant surtout pour le féminisme. Puis après, je suis beaucoup plus passée sur les droits queer une fois que j'ai commencé à vraiment plus m'informer là-dessus. Et ensuite, en ce moment, je milite plus sur les droits des personnes handi, parce que c'est aussi... ça fait partie de mon parcours de vie, parce qu'en ce moment, je suis en errance diagnostique et je vois toutes les horreurs du monde médical. Et puis aussi, en ce moment, avec donc mon syndicat, on fait une campagne pour essayer de combattre le validisme dans les écoles d'art. Du coup, forcément, je me retrouve liée à ça. Et après avoir commencé à lutter contre le validisme, je me suis retrouvée dans un groupe de lutte pour... plus spécialement contre la psychophobie. Et après ça, je me suis un peu retrouvée un peu en dehors de tout ça, parce que fatigue militante. Ouais. Puis après, il y a eu le mouvement des retraites. Du coup, j'ai bloqué. C'est moi qui ai fait le premier blocus en 20 ans dans mon lycée, et ça, j'en suis très fière. Bravo. Et en plus, maintenant, ils continuent à bloquer sans moi, et ça, c'est encore plus fun. Trop bien. C'est bien de créer des organisations où tu te rends compte que les gens continuent après toi. C'est trop bien, trop bien. Ouais, tu peux être fière de toi, c'est trop bien. On reviendra, si tu veux, sur ton errance médicale, ou tu as envie d'en parler un petit peu maintenant? Je ne sais pas s'il y a grand-chose à te dire dessus, faut dire. En gros, moi, j'ai une personne grosse, ce qui fait que forcément, les médecins ont tendance à me prendre un peu moins sérieusement. Et à côté, en fait, c'est des symptômes qui ont été très ignorés par mes parents. C'est des symptômes que j'ai depuis tout le temps, que juste ils ont décidé de pas prendre en compte, parce que pour eux c'était soit des choses qui étaient normales, soit des choses où il fallait juste pas se plaindre. Et du coup, c'est vraiment à partir d'après le confinement en fait que je me suis rendu compte que la plupart des choses que j'avais étaient pas normales. Et donc c'est là que j'ai décidé de partir à la recherche de ce que c'était et d'un peu plus écouter mon corps. Et c'est difficile, mais en même temps, j'ai fait plein de trucs médicaux qui traînaient depuis des années et des années. Donc en vrai, je suis plutôt contente de moi. Je suis pas contente du système médical. Il y a vraiment beaucoup de boulot, et l'errance médicale, c'est hardcore, parce que tu sais pas contre quoi tu te bats. Ouais. Complètement. Je rejoins beaucoup là-dessus. Et moi, la fibromyalgie, on va tout mettre sur le compte de la fibromyalgie. On va te dire, vous avez mal à la tête, c'est à cause de la fibromyalgie. Vous avez mal aux pieds, c'est ça. Mais en fait, le but du médecin, ça va être justement d'écarter la fibromyalgie de ce moment-là. Ou quand, en fait, dès que je me baissais et je me relevais, ça me tournait la tête comme si... Comme une chute de tension? Ouais, comme une grosse chute de tension, vraiment. Et mon médecin, pendant 2 ans, il m'a dit, mais c'est parce que vous dormez très mal, donc quand vous relevez, en fait, vous êtes trop fatigué. Donc en fait, j'avais de l'hypertension intracrânienne. Tout va bien. Un plaisir. C'est ça. Donc j'ai passé ensuite 5 jours aux urgences, parce qu'il n'y avait pas de place dans les services. Donc 5 jours aux urgences, j'ai passé une tonne d'examens. J'étais maltraitée. On m'a fait une ponction lombaire sans consentement. Pendant la ponction lombaire, j'avais aucun médicament d'antidouleur. J'étais à la fin de mes 6 heures de tramadol et tout ça. Je dis, je vais pas la faire tant que j'ai pas un médicament, en fait. Même un Doliprane, j'avais rien dans le sang. Et la médecin qui m'avait accompagnée pendant 5 jours avant cette ponction lombaire m'avait dit, vous inquiétez pas, vous aurez un masque avec le gaz, quoi. Je ne l'ai pas eu parce que au dernier moment, la médecin qui faisait la ponction lombaire a dit que ça allait fausser les résultats. Et en fait, la ponction lombaire servait à réduire les symptômes, quoi, à libérer, à casser l'hypertension, et en même temps à vérifier que c'était bien ça en prenant du liquide céphalorachidien. Et donc on est parti comme ça, ils m'ont fait le début de la ponction, j'ai hurlé pire que mon accouchement où la péridurale ne marchait pas, c'était un enfer. Et j'ai dit stop, arrêtez tout.
Et là, ils ont continué. On dit, mais madame, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, on continue. Et là, je continue, arrêtez. J'ai hurlé dans le service. Enfin, j'étais pas dans le service, j'étais dans les urgences. C'est, mais vous n'avez plus mon consentement, c'est mon corps, arrêtez tout de suite. Et là, ils ont bien voulu arrêter. Mais ça a été très dur. Et en fait, j'aime pas utiliser cette expression-là, mais je pense que là, il n'y a pas d'autre mot. On se rend pas compte, c'est cette expression-là. On se rend pas compte à quel point nous, personnes handies, nous, personnes grosses, on est obligé de se battre en permanence pour tout. Et sans parler des personnes queer, évidemment. Donc, nous qui cumulons l'intersectionnalité de tout ça, on se bat pour tout, en permanence. Alors, ça m'amène à ma prochaine question. Comment te ressources-tu ? J'ai la chance d'avoir des très très bons amis, un très très bon entourage. C'est des gens très cool, bon, sauf côté familial où je suis un peu moins servie, mais j'ai quand même ma sœur qui est une personne adorable. Même si sur les points de vue Andy, elle n'est pas très très au point tous les jours, mais bon, je la pardonne. Puis à côté, j'ai tous mes hobbies, je fais du crochet. C'est moi qui ai appris à Alan à faire du crochet. Et ensuite, l'élève, il a dépassé le maître. Et du coup, j'ai énormément le seum. Master. J'aime bien regarder des séries. Ça, j'ai commencé plus récemment à être très série. Je regarde Deep Space Nine avec ma sœur. Et c'est très marrant parce que, en fait, c'est l'avant-dernière série Star Trek. Et c'est l'une des premières séries américaines à avoir un personnage principal qui est noir. Et à côté, ils ont tout un cast qui est très divers et varié, et dont un personnage qui s'appelle Jadzia Dax, qui est en gros d'une espèce où... en fait, c'est deux organismes en un, et il y en a un qui est en gros une sorte de parasite. Et en gros, le personnage principal, qui s'appelle Benjamin, il connaissait la personne qui était l'autre du parasite avant, qui était un mec, et maintenant c'est une meuf. Et du coup, il y a plein de y a plein d'arcs qui sont un peu trans de ce côté-là. Et c'est très fun de regarder ça. Ok. Et est-ce que tu as d'autres passions par ça ? J'écris beaucoup de fanfics. Ok. Tu te bases sur quoi pour les fanfics ? Alors, malheureusement pour moi, j'ai pas été capable de me détacher du fandom d'Harry Potter. Alors, est-ce que tu peux faire une grosse parenthèse sur malheureusement pour toi J.K. Rowling. Peut-être qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant. Alors, J.K. Rowling, qui est donc l'autrice de Harry Potter, est une personne particulièrement horrible, notamment à cause de sa transphobie, mais aussi parce qu'elle est très clairement antisémite, très clairement raciste, très clairement grossophobe, enfin qu'elle a eu très récemment des propos qui niaient l'Holocauste, ce genre de choses, très fun. Mais ceci dit, les gens qui sont dans le fandom d'Harry Potter sont souvent des gens très sympas. Malheureusement pour eux. Je confirme. C'est vraiment galère. Moi, j'ai réussi à m'en dépêtrer, on va dire, à lâcher un peu tout ça. Récemment, j'ai enlevé les bouquins de ma bibliothèque. Je les ai retournés, je les ai mis plus bas. Moi, je les vois pas. Ma fille, elle commence à connaître un peu cet univers et je suis là, non, on va passer sur autre chose. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Surtout qu'il y a plein de gens de mon cercle d'amis que j'ai connus grâce à ça. Et donc, ça m'emmerde de devoir m'en éloigner. D'un côté, je m'en sens un peu obligée. Et d'un côté, c'est un univers qui veut beaucoup dire pour moi. Parce que là, quand on fait des fanfics, on donne aucune royalties à ceux qui te connaissent. J'ai une très bonne connaissance sur les fanfics. J'ai fait mon sujet de grand oral là-dessus. Ouh. Et en fait, les fanfics, c'est... Je trouve que c'est un sujet qui est plutôt important dans le milieu de l'art parce que justement, c'est une manière de faire de l'art qui est complètement gratuite, qui est complètement... où les personnes n'obtiennent pas de profit et où ils le font juste pour le plaisir, pour partager les choses qu'ils aiment avec les gens autour d'eux. Et je trouve ça magnifique. C'est ça qui m'a aussi beaucoup donné envie d'écrire. Est-ce que tu as un moment précis que tu as exploité dernièrement dans l'univers Harry Potter et tu en as fait une fanfic ? Alors, faut dire qu'en ce moment, je suis plus sur tout ce qui se passe avant l'histoire,
l'histoire des livres Harry Potter, où c'est plutôt l'époque dite des maraudeurs, où il y a donc James, Sirius, Remus, etc. Du coup, j'ai fait une fanfic plus sur ça récemment. Sirius est un survivant de ce qu'on appelle la TTI Industry, qui est donc un truc qui se passe aux États-Unis et qui se passait aussi en Europe avant, mais beaucoup moins. Où en gros, c'est un peu comme les thérapies de conversion en France, où en gros, t'envoies ton enfant parce que ça se passe pas très bien avec, et on lui fait subir les pires horreurs imaginables. Et du coup, c'est une fanfic où ils y retournent et ils vont taper sur des gens et brûler des endroits. Bien. Ouais. Génial. Ouais. Trop fan. Comment j'arrive pas à retrouver le... C'est Animagus. Donc, thérapie de conversion en Animagus, quoi. Non, c'est plutôt genre, en gros, Sirius y va, il revient, il est énormément traumatisé, tout le monde est en mode, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et du coup, ils finissent par découvrir ce qui lui est arrivé, et ils passent en mode, on va détruire l'endroit, on va tout cramer. Je croyais que c'était à cause du fait d'être Animagus que l'on va envoyer là-bas. Ok, d'accord. Okay. Et ensuite, ils deviennent Animagus pour soigner leur trauma. Trop bien. Pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle, et j'ai envie de dire tes identités de genre et tes orientations sexuelles ou romantiques? Mon coming in bi, je sais plus quand je l'ai fait. Il y a eu en fait une très longue période où je m'identifiais comme lesbienne, et puis après je me suis rendu compte que j'étais un mec. Et en fait, ce qui m'empêchait d'être attirée par les mecs, c'était le fait que je me suis considérée comme une meuf et que je me sentais pas safe à l'idée d'être attirée par des mecs en tant que meuf. Ok. Et ensuite, j'ai fait mon coming out en tant que mec. Et je me suis dit, mais en fait, les mecs, c'est plutôt BG. Et en fait, c'est juste les mecs de mon âge qui m'intéressaient pas parce qu'on avait tous 13 ans et qu'ils étaient tous moches. Plein de boutons. Ensuite, coming out, polia, ça s'est fait un peu tout seul. Mais là, en fait, la plupart du temps, mes coming in et mes coming out se passent plutôt en même temps. Okay. En fait, mon coming in en tant que personne trans, j'ai eu un long moment où j'étais pas sûre. Et du coup, je suis allée voir un de mes groupes d'amis sur Internet, qui était un groupe d'amis dont j'étais assez proche, mais je connaissais personne IRL. Du coup, je me sentais pas trop unsafe à l'idée de faire mon coming out et que ça se passe mal. Ouais. Du coup, je leur ai dit oui, j'aimerais essayer. Donc, à l'époque, j'avais essayé le prénom Alex et des pronoms masculins pour voir comment ça fait. Et puis, voilà. Ce genre de truc. Et en fait, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à mettre ça en place que j'ai vraiment compris ce que j'étais et pourquoi ce que ça voulait dire pour moi d'être trans, et que en fait je l'étais et qu'il y avait pas qu'il fallait pas se poser la question pendant 340 milliards d'années. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans qui passent leur temps à se dire mais si en fait je me mens à moi-même, si je le fais que pour la mode, pour tout ça. Et en fait, moi, j'ai jamais vraiment compris ce genre de sentiment, parce que je pense que c'est à la personne, elle, de savoir ce qu'elle veut, ce qui est bien pour elle, ou pour lui, du coup. Ouais. Et en fait, je pense qu'une fois que tu trouves le truc qui est bien pour toi, le truc qui marche, il faut pas se retourner, se dire en arrière, se dire et si je prends une mauvaise décision, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve à passer 30 ans à se poser des questions, à se dire oh mais merde, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, sans vraiment avancer. C'est dans les Orphelins Baudelaire, un bouquin que une série de bouquins que j'ai beaucoup apprécié. Il y a un moment où il y a un personnage qui dit que sa devise c'est celui qui hésite est perdu, et c'est un peu mon point de vue vis-à-vis des identités. C'est que il faut pas hésiter parce qu'on a peur d'avoir tort. Au pire, si on a tort, c'est pas grave, on peut continuer et personne nous en voudra de s'être trompé à un moment, de s'être dit lesbienne alors qu'en fait, au final, on était un mec, de machin, de tout ça. Enfin, c'est pas grave. Tout le monde a son chemin à faire. Il faut juste être patient avec soi-même. Oui, c'est mon meilleur ami que j'embrasse très fort qui m'avait écrit un petit mot dans mes toilettes. J'ai des petits mots des personnes qui passent, quoi. Et j'ai mis une petite citation à méditer. Et lui, il a écrit la vie, c'est comme des ronds-points. On fait des choix et puis on a le droit de revenir en arrière, en fait. Et c'est son père qui lui avait dit quelque chose comme ça. Alors,
J'ai pas les mots exacts, mais en gros, c'est ça. Tu prends un rond-point. Si c'est pas le bon chemin, ben, tu feras demi-tour au prochain rond-point. C'est pas grave. Et vraiment, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Et j'ai envie juste de préciser ton âge. T'as 17 ans. J'ai 17 ans. Ok. J'ai, pour le petit point temporel, j'ai fait mon coming out. J'ai fait mon coming out en tant que personne trans un peu avant d'avoir 13 ans. Donc j'en avais 12. On était en octobre, mon anniversaire est en décembre. Donc ensuite, il y a eu le confinement, qui était pas ouf, parce que comme je l'ai dit avant, mes parents sont pas des personnes particulièrement géniales. Ensuite, je suis arrivée au lycée. En seconde, j'ai pas osé faire mon coming out administratif. En première, je l'ai fait. Et je suis tombée sur un prof qui a très bien réagi, qui m'a permis vraiment de faire un coming out administratif et d'être pris au sérieux. Parce que à l'époque, et même aujourd'hui, en fait, qu'une école appelle les élèves avec des prénoms et des pronoms qui leur correspondent sans l'accord des parents, c'est illégal. Ouais, en fait, fou. Alors, en fait, dans la circulaire il me semble que c'est le 19 septembre 2021, il est précisé qu'en gros, quand un élève fait son coming out, s'il veut que les professeurs respectent ses pronoms et ses pronoms, il faut que l'équipe éducative convoque les parents et en discute avec eux. Et en gros, si les parents sont d'accord, l'école est obligée de soutenir l'élève. Et en fait, si les parents ne sont pas d'accord, y a un vrai flou juridique là-dessus où en gros l'école peut faire un peu ce qu'elle veut. Après être partie du lycée, je sais que j'ai pas mal de camarades de classe où l'école a décidé que non, ils n'en avaient rien à faire, ils allaient juste être appelés par leur dead name et par les mauvais pronoms pour le restant de leur scolarité. Et je sais que si moi ça a pu se passer bien, c'était grâce à ce prof-là. Il a convoqué tes parents du coup ou pas? Alors mes parents ont été convoqués par l'infirmière scolaire, mais ils étaient pas d'accord pour que l'école me prenne au sérieux. Et ils l'ont quand même fait. Et je vais pas les remercier pour ça parce que je trouve que c'est le minimum syndical. Mais c'est ça qui m'a permis de me développer en tant que personne heureuse et de pas sauter d'un pont ou autre idée saugrenue. Saugrenue. Ne sautez pas d'un pont. Si vous devez retenir un truc de mon message, ne sautez pas d'un pont, ne mourrez pas, parce que vivre en tant que personne queer, c'est déjà dire quelque chose politiquement. C'est dire moi j'ai le droit d'être là et tout le monde a le droit d'être là et je pense que tout le monde devrait continuer à vivre. Voilà, petit aparté. Avant qu'on commence l'enregistrement, tu as parlé du placard de Narnia. J'ai adoré l'expression. Oui. En fait, cette personne a beaucoup plus vieille que moi et elle avait fait son coming in bien avant moi et je lui ai fait mon coming out et 3-4 ans après elle m'a fait son coming out en tant que personne trans aussi, alors que ça faisait vraiment 8 ans qu'elle était au courant. Et du coup, ma première réaction, c'était de lui dire ah ok, du coup, après avoir passé si longtemps dans le placard, est-ce que tu as trouvé Narnia? J'adore cette expression. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif? Quand j'étais en 5e, 4e, je sais plus. Mais quand j'étais au collège, je m'étais fait un ami qui, à l'époque, s'identifiait comme une fille. Maintenant, c'est mon petit copain. Donc bon, c'est important pour la continuité de l'histoire. Mais en gros, à l'époque, il était très fan des Otome Games, donc les jeux dating simulator, etc. etc. Et ça l'avait vachement étonné que j'y ai jamais joué. Et à un moment, je sais plus, ça venait dans la discussion et je lui avais fait un coming out lesbien. Et il m'avait dit « Ah, du coup, c'est pour ça que tu joues pas aux Otome Games !» Et en fait, ça avait été sa seule réaction. Et en fait, ça faisait très plaisir de faire un coming out où les gens étaient en mode « Ok. » Oui, c'est pas... Ah, ok. Ouais. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureux? Alors moi, je veux bien, mais j'en ai plein, donc... J'adore quand on me répond ça.
peux m'en raconter 8 si tu veux. Ça me va. Ok. J'espère que tu as 4h30 J'ai devant tout toi. le temps. J'ai tout le temps. Par où commencer? Il y a Fausse, du coup, l'amie dont j'ai parlé, que je connais depuis le collège. C'est probablement la personne au monde que je connais depuis le plus longtemps, excepté mes parents. Mais je pense que c'est normal de connaître ses parents depuis plus longtemps que tout le monde. On s'est rencontrés quand on était en primaire. Puis après, on s'est perdu de vue pendant assez longtemps. Et quand j'étais en fin de 5e, j'avais commencé à faire mes coming out lesbiens à un peu partout. Et c'est pas très bien passé dans mon collège. Et du coup, j'ai perdu pas mal du groupe de potes que je m'étais fait à l'époque. Et c'est comme ça que je l'ai retrouvé, en fait. Je me suis retrouvée à passer beaucoup de temps avec lui. Et je sais pas par où commencer à décrire à quel point c'est une personne formidable. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon ami? Le fait qu'il est toujours là pour moi. Ok. Que à chaque fois que j'ai besoin de lui, il me répond dans la demi-heure. Que il a toujours été prêt à faire n'importe quoi pour moi du moment que j'en avais besoin. Quand j'avais des problèmes avec mes parents, ses parents m'accueillaient chez eux sans problème. Moi, je viens d'une famille qui est quand même plutôt dysfonctionnelle. Et du coup, le voir interagir avec ses parents d'une manière qui était normale et qui était très calme, très posée, et en même temps où ça se voyait à quel point il s'aimait, ça a vraiment changé quelque chose en moi, et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point de mon côté j'étais dans la merde, à quel point je méritais mieux, et à quel point c'était possible de vraiment avoir une famille qui s'aimait et qui essayait toujours de chercher le mieux dans les autres. Et voilà. C'est beau. Big up à la mère de Faust, personne incroyable. Que tu veux parler de quelqu'un d'autre? Si on continue chronologiquement. Après, j'ai rencontré Alan. Bon, Alan, on ne le présente plus. Il était déjà dans l'émission. Je ne sais pas si j'ai grand-chose de plus à dire sur lui. À quel point c'est un super ami. Ouais. C'est une personne fantastique. Et du haut de ses 17 ans aussi. Ouais. C'est quelqu'un de très inspirant. Très cool. Il sait très bien parler. Je suis très fière de lui. Un peu avant, j'avais rencontré Charlie, qui était un de mes potes online, comme on dit. Et on s'est rencontrés cette année. Et pareil, c'est une personne merveilleuse. C'est moi qui l'ai inspiré à faire son coming out. Du coup, merci à moi. Je sais. Tape dans le dos. Je suis une personne merveilleuse. Et je n'ai pas du tout d'ego. C'est ce qui est très bien avec moi. On s'était rencontrés, pareil, sur un fandom Harry Potter. Et ça faisait des années et des années qu'on se parlait. On a reconnecté récemment parce qu'avec la sortie de la saison 2 de Good Omens, on s'est tous les deux retrouvés fixés sur David Tennant. Parce qu'évidemment, David Tennant. Et du coup, ça faisait super longtemps qu'on parlait. Et je l'ai enfin rencontré en mars dernier. Et du coup, depuis, je le revois plutôt souvent et ça me fait vraiment plaisir. C'est quelqu'un de génial. On fait les Wordle ensemble tous les jours. C'est cool. Puis aussi, il y a Riley. S'il y a une chose à savoir à propos de Riley, c'est son humour. Qui sera probablement coupé au montage parce qu'il n'est pas très, très qualitatif. Elle est... pareil, elle est très, très présente. Parfois un peu trop. J'aime bien avoir du temps libre aussi. Et j'avoue que quand je rouvre mon téléphone et que j'ai 840 milliards de messages qui m'attendent, ça fait pas forcément envie. Mais elle vient me voir dans la ville où je fais mes études. En quoi c'est une bonne amie? Ou une personne qui te fait du bien? Qu'est-ce qu'elle fait qui te fait du bien? Je sais pas. En fait, aller chez elle, il n'y a pas de... Alors, juste passer du temps avec elle, il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit forcément le meilleur moment de sa vie. Et en même temps, on peut parler pendant des heures et des heures sans forcément s'ennuyer. Il y a Achille aussi, mon troisième petit ami, parce que
pourquoi s'arrêter. Puis en plus, si je parle de tout le monde et que je parle pas de lui, il va m'en vouloir. Je rigole. En gros, à un moment, il s'est mis à sortir avec Faust. Et puis, je sais pas comment ça s'est goupillé. On s'est retrouvés ensemble aussi. Et c'est très chouette. C'est pas du tout la même dynamique que j'ai avec Faust, où genre, on serait capable de faire tout l'un pour l'autre. Mais c'est plutôt un truc très chill, où on est là et on profite. Et on se dit qu'il y aura sûrement qu'on va sûrement passer plus de temps ensemble dans le futur, et c'est quand même une relation qui est sérieuse. Alors émotionnellement c'est sérieux, mais physiquement il n'y a pas particulièrement d'attente de on va faire plein de trucs, on va tout ça. C'est juste être là l'un pour l'autre, et je trouve que c'est ce qui est le mieux dans une relation. Carrément. On en a déjà un peu parlé de ta scolarité, mais est-ce que tu as envie de nous raconter une anecdote bien précise en lien avec ta queerness qui soit positive? Alors, j'ai bien retenu que, sans les remercier, parce que c'est tout à fait normal, que du coup, ton lycée a pris part et a pris ta défense, en fait, a été contre l'avis de tes parents pour utiliser ton bon pronom, tes bons pronoms et ton bon prénom. Est-ce que tu as une anecdote là-dessus? J'ai une prof que j'avais eue en seconde, qui du coup m'appelait par mon dead name, tout simplement parce qu'elle n'était pas au courant. Et en terminale, je l'ai de nouveau eue dans une autre matière. Une fois, je l'ai croisée dans les couloirs et elle est venue s'excuser à moi de m'avoir mégenrée pendant toute mon année de seconde. Parce qu'elle m'a dit, parce qu'elle pouvait pas savoir, mais que quand même, elle trouvait pas ça très correct de sa part. Et ça m'a assez fait chaud au cœur. C'était chouette. Ouais, merci, bisous. Trop bien. Puis à côté, dans mon lycée, j'ai rencontré des personnes formidables. J'étais à la tête de la maison des lycéens. Ouais. J'étais la personne, quand j'y étais, à être restée le plus longtemps dans la maison des lycéens. Et on a vraiment été capable de créer une communauté où tout le monde se sentait à sa place. Et même si nos locaux étaient pas ouf, même si on avait plein de trucs qui allaient pas, ça faisait toujours plaisir d'aller les voir, de passer du temps avec eux. Et quelque chose où ma sœur m'avait dit oui, c'est un repère de facho quand elle y était. On en a fait un espace qui était très ouvert, où tout le monde se sentait à sa place. Et ça, c'est l'un des trucs où je me sens le plus fière d'avoir été capable de le faire. Ouais, trop bien. Ouais. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? J'entends pas mal de personnes queer qui disent oui, c'est pas possible d'être heureux dans les situations actuelles, de tout ça. Et j'ai du mal avec cette idée que le bonheur, ce soit quelque chose qui vienne tout seul. Pour moi, être heureux, c'est un choix qu'on fait chaque jour, d'essayer de trouver des choses dans notre journée qui nous rendent heureux, qui nous font plaisir. Je pense que beaucoup de gens voient être malheureux comme une expression de la situation actuelle. Mais j'ai du mal à imaginer comment les gens font pour se battre s'ils sont pas capables de trouver des choses qui les rendent heureux. Et pour moi, la seule raison pour laquelle je suis capable de me battre avec autant de ténacité, c'est parce que je sais que dans chaque personne, dans chaque chose, il y a quelque chose de bon et beau à voir. Et je pense que le fait de vouloir aller chercher ça, c'est ce qui me permet, moi, de continuer à lutter politiquement. C'est parce que je sais que je vais forcément trouver quelque chose dans chacun, et que le fait de pouvoir permettre à chacun d'exprimer les parties de lui qui sont les plus intéressantes et les plus belles, c'est ça qui fait partie de mon combat. Et c'est pour ça que je me bats, c'est pour voir les gens être heureux. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher, pour lequel il faut se battre, et c'est une décision politique, en fait. C'est l'idée de je me laisse pas abattre, et les gens qui veulent que je sois malheureux, que je vive dans une situation indigne, et si moi j'arrive à être heureux, et ils ont perdu. Et du coup, c'est pour ça que moi j'essaye d'être heureux. Il y a tellement de choses que tu as dites qui sont tellement justes. J'ai envie de rebondir sur tellement de choses, mais d'abord, merci de cet optimisme-là. Je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir besoin d'entendre ça. Et je te remercie beaucoup, et j'ai l'impression que ton passage dans le podcast est militant. J'ai noté le choix d'être heureux et heureuse.
Et oui, ça fait partie d'un choix, mais en même temps, tu vois, il y a la... On peut pas toujours choisir ce qu'on ressent, malheureusement, évidemment. Je pense qu'on peut se battre pour essayer que ça aille bien. Tout à fait. Et je pense qu'il y a bien un truc qu'on veut casser, c'est quand on veut, on peut. Ouais. Et là, pour le coup, on ne peut pas décider d'être heureux quand ça va pas, mais on peut essayer de trouver les bons moments et les bonnes personnes pour s'entourer pour que ça aille bien. Ouais. C'est ce que je voulais dire par ça, c'est surtout dans sa vie, dans sa journée, essayer de garder en tête plutôt les moments qui sont positifs, plutôt que de ruminer encore et encore sur les événements négatifs qui se sont passés. Et en fait, c'est pas tant être heureux comme un état général où on est tout le temps heureux chaque minute de la journée. Ça, c'est pas possible. La raison pour laquelle on a des émotions, c'est parce que ça a un bénéfice pour notre cerveau et pour notre fonctionnement. Et donc, si on ressent qu'une seule émotion, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Mais par contre, essayer de garder le positif en tête et de se dire il y a des choses qui arrivent qui se passent pas de manière ouf, mais moi je peux garder le sourire et moi je peux continuer de rendre les gens autour de moi heureux. Je peux continuer de faire des blagues, je peux continuer de rire, je peux continuer de montrer aux autres à quel point je continue d'être digne et fort face à tout ce qui m'arrive. Et je pense que c'est plus une question de déployer sa force pour avoir l'air heureux et pour donner l'énergie aux autres d'être heureux, plutôt que forcément faire semblant d'être heureux quand on ne l'est pas. Ouais, bien sûr. Carrément. Là-dedans, j'ai envie de mettre aussi le pouvoir des routines, tu vois. Le fait de faire des rituels, de faire des routines. Tu vois, là, j'ai un peu laissé tomber ces derniers temps, mais je pense qu'il faudrait que je reprenne ça. À la maison, avec ma femme et ma fille, on avait l'habitude de se dire, faire un tour de table, clairement un vrai tour de table, est-ce que tu peux me raconter ton meilleur souvenir de la journée, tu vois. Et justement, pour renforcer cet aspect positif, c'est hyper important parce que le cerveau est fait pour ranger les trucs qui vont bien et faire mariner les trucs qui nous ont embêtés. Enfin, clairement, il est fabriqué comme ça, le cerveau. Donc, si on renforce pas le positif, on peut pas y arriver, quoi. Est-ce que tu as des ressources, des livres, podcasts, comptes Insta, vidéos à nous recommander qui soient queer et positifs ? J'aimerais bien recommander le bouquin qui m'a mis sur la voie de devenir une personne queer, mais c'était un bouquin sur Wattpad et il a été supprimé depuis. Okay. Et donc on ne peut plus le retrouver. C'est dommage parce que je serais toujours reconnaissant de ce livre, de m'avoir appris à chercher qui j'étais. Mais c'était un bouquin qui s'appelait Tu peux m'appeler Zach et qui retraçait juste la vie d'une personne trans qui, avec ses histoires de lycée, son petit copain, son machin, son tout ça. Où en fait c'était juste du slice of life où il racontait ses journées. Et ça me faisait très plaisir de voir ça et ça m'avait vraiment aidé à me mettre dans la tête que les personnes trans ont des journées normales, que c'était des gens normaux. Après, dans les choses qui m'ont aidé après, il y a Laurier de The Fox. Je pense que toi, que tu connais parce que tu as des stickers sur ton ordi. On connaît Laurier The Fox, on en a pas mal parlé sur l'épisode avec Emma, mais on lui envoie plein de bonnes choses aussi à chaque épisode à Laurier. Et on est actuellement dans ma caravane pour avoir un petit lieu cosy et sympa, entouré d'une guirlande et du bruit des oiseaux avec l'air qui passe à travers les fenêtres. Mais dans mon salon, on a plusieurs illustrations de Laurier aussi. On adore. On a un artiste qui va bientôt sortir un livre graphique, un roman graphique qui retrace en fait sa première année sous testostérone. Okay. C'est Lila Elliott. Il est très cool, j'adore ce qu'il fait. Je regarde ses dessins avec admiration à chaque fois qu'il poste sur Instagram. Okay. Et un autre artiste transmasque que j'aime bien, c'est... J'essaie de me rappeler de son hâte, mais je crois que c'est Charlie Ganmore. D'accord. Et
C'est pareil, il fait des petites BD où il retrace sa vie en tant que personne trans. C'est pas que des choses positives, mais c'est quelqu'un qui essaye de mettre les choses sous une lumière un peu joyeuse et agréable. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander? Riley va déjà passer. Riley de vote. Riley de vote. Sinon, si vous arrivez à contacter le fameux Lila Elliott, ce serait très très cool. Je nominerais bien Faust. Je sais pas s'il sera très content de raconter des choses joyeuses, mais je le verrai bien sur ce podcast. Et la dernière question, ça va être, est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnue? Je dirais bien merci à Salomé, qui est un pote de ma sœur. Et en fait, c'est la première personne trans que j'ai connue qui avait un prénom et des pronoms qui ne matchaient pas. Okay. Et du coup, pour m'habituer et pas le mégenrer, j'ai créé un personnage avec lequel je faisais du roleplay qui avait aussi un prénom féminin et des pronoms masculins. Okay. Et c'est ce personnage-là qui m'a aussi aidé à me rendre compte que j'étais trans. Du coup, merci à Salomé pour avoir pris part à mon coming in. Merci à mon prof principal de première. C'était cool de sa part d'être là pour moi. Quand j'étais... je crois que j'étais en seconde. Je suis montée dans un bus. Je me suis assise sur un des sièges du bus. Et il y avait une personne à côté de moi qui était probablement SDF. Et elle m'a vue et elle m'a regardée. Elle a fait « Tu serais très beau si t'étais blond ». Et ça m'est resté en tête. Et déjà, c'est rare pour moi qu'une personne que je croise dans la rue me genre correctement. Et surtout à l'époque. Et en plus, il est vrai que cette année, je me suis teint les cheveux en blond. Et ça me va particulièrement bien. Donc, merci à cette personne inconnue pour ce conseil fashion incroyable. Big up. Trop bien. Trop bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Arsène, c'était très précieux tout ce que tu nous as raconté. Et puis je te dis à bientôt. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Bonne nouvelle, je suis enfin sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur etc. Je vous y partage les nouveaux podcasts et les recommandations. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. Une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Si Insta c'est pas trop votre truc, vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description podcast.etc@gmail.com. À bientôt j'espère.